Maintenant, il y a un dossier vraiment qui m'a renversé. J'ai été contacté par le groupe Justice Femmes. Vous connaissez Justice Femmes, Anadi Saad, qui a été à quelques reprises avec nous sur nos ondes, ici à l'émission. Je vais vous montrer une vidéo où la victime, je vais taire son nom pour la protéger. Actuellement, il y a une enquête policière du SPVM et le SPVM va être avec nous dans quelques minutes après l'entrevue. Laurent Gingras, le porte-parole de la police, va être avec nous. Cette femme-là se promène dans Rosemont, une citoyenne d'ici, comme vous et moi. Elle décide de porter le hijab et on s'agresse, on lui saute dessus parce qu'elle porte le hijab. Écoutez l'extrait qu'elle nous donne. Évidemment, on voit en partie son visage pour préserver sa confidentialité. C'était samedi 21 mars 2015, vers 6 heures après-midi, sur boulevard Rosemont, coin Saint-Michel. Je me rendais chez moi lorsque d'un seul coup, une fille qui venait du sens contraire, au moment où on s'est croisés, il m'a donné un coup très fort sur le côté gauche. Je me suis tournée vers elle pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'était quand même un coup fort, ça me fait mal. Vous savez, ce qui arrive de plus en plus à Montréal, on a vu ça en France commencer il y a quelques années. On agressait, et on se fait ça encore aujourd'hui, on agresse des femmes qui portent le hijab ou l'habit islamique, peu importe, et on les garroche à terre, on s'en prend physiquement à elles. C'est pas dans ce genre de société-là qu'on veut vivre. La victime est au bout du fil avec nous, et ensuite, on va s'entretenir avec Mme Saad de Justice Femmes. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonjour. Premièrement, merci pour votre courage de prendre le téléphone et de nous parler. C'est sûrement pas évident pour vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Parlez-nous un peu. Là, comment on se sent? Là? Merci à vous aussi. Oui, c'était pas facile. Le traumatisme, quand même, ça se vit sur plusieurs jours après. Oui. Mais on apprend à surmonter petit à petit. Mais c'est incroyable ce que vous racontez sur la vidéo. Évidemment, on en a entendu une partie. Le vidéo est un peu plus long. Racontez-nous un peu le reste de l'histoire, parce que, bon, cette fille-là, vous ne l'avez pas vraiment vue venir, là. Je veux dire, ça peut être n'importe qui sur le trottoir, et elle vous frappe, mais ça ne s'arrête pas là, là. Oui, évidemment, elle m'a pris à la surprise. Oui. C'est une personne que je n'ai jamais vue, c'était la première fois. Oui. Et ce qui m'a choqué le plus, en plus que ça a été une agression gratuite, c'est la réaction de l'entourage, c'est la réaction du monde. C'est arrivé quand même, c'était 6 heures après-midi, c'était encore clair. Oui. Le coin est pas mal achalandé, il y avait du monde, il y avait des témoins, mais il n'y avait pas de secours, il n'y avait aucune intervention du public. À ce moment-là même de l'agression, j'avais de l'espoir que quelqu'un, même de loin, va appeler le 911, va venir pour mon secours. J'ai même essayé de tenir la fille qui m'a agressée dans l'espoir que la police va arriver. Oui. Ils vont quand même la trouver sur les lieux pour qu'elle n'aura pas l'occasion d'agresser quelqu'un d'autre. Oui, ou de sauver carrément, oui. Oui. Mais est-ce que vous avez eu le temps un peu de voir le descriptif là, de cette personne-là? Une personne âgée, une jeune, une grosse, une maigre, les cheveux? C'était une jeune, maigre, mais c'était quand même difficile de voir un portrait clair parce que il a essayé de m'arracher l'œil. Il a arraché au début mes lunettes parce que je porte des lunettes de vue. Ma vue n'est pas assez forte. Oui. Après, elle a essayé de m'arracher l'œil. C'était difficile vraiment de... Oui. Vous imaginez la situation. Oui, et là, elle vous a agressé vraiment dans le visage. Est-ce que elle a voulu vous arracher le hijab aussi? Oui, en même temps, parce qu'elle avait d'un seul coup une main sur mon œil et l'autre main sur ma tête, en essayant de m'arracher le foulard. C'est incroyable. Est-ce qu'elle criait? Non, il marmonnait au début. Je n'étais pas capable de comprendre ces mots.
Puis, lorsque je l'ai tenue par la main, comme je vous ai dit, dans l'espoir que la police va la retrouver sur les lieux, Oui. elle m'a dit lâche-moi. C'est tout ce que j'ai pu. Et elle s'est entendre de sauvée. sa bouche. Elle s'est sauvée, carrément. Oui, finalement, lorsque un monsieur s'approchait de nous, moi, dans tout cet état-là, je croyais qu'il venait pour mon secours, mais finalement, il a été à s'enfuir. C'est incroyable. Oui, Écoutez, il le m'a temps, dit le 3 temps ans file. après, Il s'est sauvé carrément. Il a la fin, hein, et Il puis il a continué son chemin. Incroyable. Comme si rien n'était. Incroyable, madame. Écoutez, je vous souhaite bon courage. Premièrement, merci d'avoir été avec nous et je sais qu'on va s'entretenir avec madame Saad maintenant, qui est de Justice Femmes, qui vous accompagne dans cette démarche-là parce qu'il faut dénoncer. Et tout de suite après, on a le SPVM qui va nous appeler dans quelques minutes. Madame Saad, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, évidemment, vous êtes à la tête de Justice Femmes. On s'est déjà parlé par le passé. C'est un acte d'islamophobie, là. On vous l'a voulu y arracher le hijab, c'est assez clair, là. Moi, je le décris comme un crime islamophobe. Oui, oui, Plus qu'un acte. oui, vous avez raison. C'est inacceptable de nos jours dans une société comme la nôtre, ce genre d'acte. Et ce qui est horrible dans toute cette histoire, comme elle a dit notre victime, c'est l'insouciance et l'indifférence des gens. Parce que Ben oui. les gens sur ce coin-là, que j'étais moi-même sur les lieux, j'ai filmé même les lieux, Oui. sur le coin d'un arrêt de bus, Exact. en face d'un resto-terrasse, et Oui. elle a été cognée contre le grillage du terrasse. Il y avait un couple qui mangeait là. Puis qu'un passant, un jeune, aide la victime à s'enfuir Incroyable. avec un sang-froid, puis lui dire, mais rentrez dans un resto et téléphonez à la police. Et que de l'autre côté, l'incompréhension des policiers face à cet acte-là, et qu'il n'y a pas eu... qu'on n'a pas envoyé des ambulanciers pour évaluer la situation de la victime qui avait le visage saignant et puis qu'elle était en état de choc. Oui. Et même, elle se rappelait même plus de certaines scènes. Ça a pris plusieurs fois avant qu'elle se rappelle, puis elle n'a pas été capable de sortir de la maison pendant quelques jours, et jusqu'à maintenant, qu'elle me raconte, chaque fois que je m'entretiens avec elle, c'est qu'elle a de la misère à sortir dans la rue, puis à chaque fois qu'elle voit des pas s'approcher d'elle, elle a peur qu'on l'attaque. Non, vous avez tout à fait raison. Ça doit être horrible et c'est très louable de l'accompagner là-dedans. Elle a besoin d'aide pour ce cheminement-là. Écoutez, c'est indescriptible. Ce qu'on va faire, on va s'entretenir, Madame Saad, avec le SPVM, parce qu'on va parler ensemble dans quelques secondes de l'importance, que ce soit de la communauté maghrébine, des communautés culturelles, peu importe. Vous avez raison, il faut dénoncer ces crimes-là d'islamophobie ou des crimes haineux. Et M. Laurent Gingras va être avec nous. Et il va nous expliquer aussi la procédure à suivre. Parce que souvent, les gens ont peur de dénoncer. Et je tiens à le souligner, si vous voulez plus de détails, Oui, vous pouvez aller sur le site. Là. Dont on est au courant, Oui. que les victimes, pour maintes raisons, ils ne Portent pas plainte. Ils ne portent pas plainte. Il faut qu'on brise le silence. Oui. Il ne faut pas minimiser, puis il faut aussi plus de compréhension de la part de la police sur la prise en charge de ce genre de dossier et sur les conséquences que celle-là sur une victime. Comme elle a mentionné aussi dans la vidéo, la victime, le policier lui a posé la question 3 fois, une fois écrite et 2 fois orale. Est-ce que madame, vous voulez juste faire une déclaration ou porter plainte? Non, c'est clair qu'il faut porter une plainte officielle. Il y a une incompréhension. Je parle, et là, comment vous voulez que cette personne-là se sente? Face à son agression, mais face à l'insouciance des gens et face à l'incompréhension du policier qui a été laissée à elle-même, puis elle a juste parlé 2 semaines plus tard qu'on a su cette histoire-là. Oui, oui. Non, mais elle a bien fait. Elle a tout à fait bien fait d'aller jusqu'au bout et j'espère que ça va continuer. Il faut une campagne de sensibilisation de la part de nos politiciens, une volonté politique pour nous dénoncer. Pourquoi pas? On l'a fait pour l'homophobie, là. C'était correct, là? Il faut renverser les lois autour des criminels pour inclure l'islamophobie. On n'arrête pas de le dire. Puis là, de plus en plus, on voit ces cas-là, puis on connaît tous les raisons de l'augmentation de ce genre de cas de plus en plus. On pensait que ça allait être seulement dans la charte, mais aujourd'hui... ça continue, c'est clair. Oui, ça va de plus en plus. Jusqu'où on va aller? Est-ce qu'il faut qu'on aille avec nous? Est-ce qu'il faudrait qu'on arme les femmes qui portent le voile avec des cours d'autodéfense puis de lacrymogène? Est-ce que c'est où? Elle est où la limite? Si quand l'agresseur il prend la fuite puis il s'en va puis il n'y a plus de traces et
qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et moi, je trouve que c'est une responsabilité de société. C'est pas notre responsabilité. Exact. Ça peut pas durer. Vous avez tout à fait raison. Monsieur Gingras est avec nous, Madame Saad. On va se laisser là-dessus, mais évidemment, on va faire un suivi très serré. Je vous remercie et nos sympathies avec la victime. Là. On est vraiment avec elle de tout cœur. Merci. Au revoir. Alors, on rejoint Laurent Gingras du SPVM. Qui doit nous contacter. Écoutez, quand on est victime d'un crime, qu'on soit originaire du Maghreb, de n'importe quelle communauté culturelle, ou si vous êtes un Québécois, entre guillemets, de souche, c'est toujours la même histoire. Il faut dénoncer. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas lésiner, il faut aller au-devant et soyez assurés que le service de police va prendre votre plainte. Maintenant, après, ce sera un procureur de la Couronne qui, lui, est en charge des poursuites criminelles et pénales sur le territoire, de prendre le dossier et de l'amener devant une cour de justice. Mais on peut comprendre que des gens qui sont réticents, des gens qui ont peur, qui sont craintifs, qui veulent pas avoir plus de problèmes. Hein. Souvent, on dit, voulez-vous porter plainte? Oui, mais c'est parce que je veux pas après que ça me rebondisse d'en face. Alors, ça prend une certaine dose de courage. On me dit que Laurent Gingras du SPVM, un des porte-parole du service de police, est avec nous justement pour parler de la procédure, comment ça marche. Bonjour, M. Gingras. Bonjour, M. Gendron. Bon, là, écoutez, on s'est entretenu avec la victime qui a été rencontrée, entre autres, par le service de police chez vous. L'enquête suit son cours. Et ce qu'on me disait de Justice Femmes, le groupe qui l'accompagne dans ce cheminement-là, c'est que les gens ont peur. Et je ne sais pas, il y a une réticence à porter plainte, mais ça m'a de l'air généralisé. C'est pas juste à Montréal, c'est en région aussi. Alors, comment ça marche un processus de plainte au criminel là, quand je suis victime d'un assaut physique là, comme ça, d'une voie de fait? Bon, il y a plusieurs façons donc d'entrer en communication avec les policiers, que ce soit via le 911 ou que ce soit via un poste de police. L'important, c'est de le faire. Mais à la base, on rencontre les policiers, on présente notre version des faits et on doit, la plupart du temps, remplir une déclaration sur le champ, où est-ce qu'on va décrire les différents événements qui se sont produits le plus en détail possible. Si les policiers posent beaucoup de questions, c'est justement dans le but d'éclaircir le plus possible tout ce qui s'est passé, d'avoir la meilleure description possible, la meilleure description du modus operandi possible. Pourquoi? Parce qu'on essaie de localiser le suspect et de l'identifier le plus précisément possible. C'est ça, c'est pas parce que la personne a des doutes sur la version qu'on lui raconte, là. C'est vraiment pour aller dans le détail. Là. Pas du tout, c'est ça, c'est exactement ce que vous dites, c'est qu'éventuellement, tout cela peut se retrouver devant une cour de justice criminelle et il faut à ce moment-là avoir le plus de précision possible sur ce qui s'est passé. Donc, dans le but d'avoir une condamnation, les policiers doivent avoir le plus de détails possible de la part des victimes. Bon. Là, une fois que la déclaration est faite, là, j'imagine que ça se fait par écrit, il faut signer et tout ça. Est-ce que dans le cours de l'enquête, parce que ça, c'est souvent une des craintes qu'on entend, oui, mais je veux pas que mon nom soit mentionné si on retrouve l'agresseur. Tu sais, il y a cette crainte-là de représailles, mais admettons que le dossier là, est accepté par un procureur de la Couronne. Là. Le policier a tout rempli, donne ça au procureur de la Couronne, le procureur dit « Yes, c'est assez solide pour aller à procès, on a retrouvé le gars, on l'arrête ». La victime, là, elle est protégée quand même? Bien, les renseignements personnels de la victime ne sont pas évidemment divulgués au public. En cours, évidemment, on doit se présenter si on veut témoigner. Si on est demandé à témoigner de la part du procureur, on doit témoigner donc à visage découvert. La personne, le suspect a le droit de voir qui l'accuse aussi, de rencontrer tous les gens qui témoignent dans le procès. Mais les renseignements sont protégés. Il n'est pas nécessaire de divulguer l'adresse, par exemple, de la victime devant la cour. Tout ça n'est pas nécessaire. Et évidemment, le témoignage à la cour, ce n'est pas systématique non plus dans tous les cas. La plupart du temps, ça peut arriver, mais il peut arriver également des cas où est-ce que le suspect se reconnaît lui-même coupable et le témoignage n'est plus requis une fois à la cour. C'est vrai. Donc, on n'est pas toujours obligé systématiquement, mais oui, c'est une obligation de notre système judiciaire, parfois, de devoir se présenter à la cour pour dénoncer son agresseur et d'écrire en détail ce qui s'est produit, puis pourquoi est-ce qu'on a été victime dans tel ou tel événement. Et quand le processus criminel commence, là, on a procédé à l'arrestation, on émet une date de comparution où le présumé agresseur doit comparaître. Le tribunal là, peut émettre des conditions vis-à-vis la victime pour pas que les ficelles se touchent. Là. Oui, envers le suspect. Normalement, des conditions sont émises pour ordonner à cette personne-là, par exemple, en attente du procès, de ne pas rentrer en communication avec telle ou telle personne, ne pas se trouver dans un rayon
de telle personne, ne pas tenter de communiquer directement ou indirectement. C'est ce qu'on entend fréquemment là, dans les causes là, qui peuvent prendre parfois quelques semaines, quelques mois avant de se dérouler devant le tribunal. Donc, normalement, les suspects, dans la plupart des cas, peuvent se retrouver avec des conditions comme celle-là, où est-ce qu'il y a vraiment un interdit de communication formelle là, entre le suspect et la victime, que ce soit par téléphone ou physiquement, directement, en personne. Bon, là, évidemment, on n'a pas de portrait robot dans l'histoire de cette agression-là là, sur le boulevard Rosemont au coin de Saint-Michel, mais admettons, là, quelqu'un nous écoute, était témoin quand l'événement est arrivé et veut contacter la police. Comment ça marche? La meilleure chose, c'est de se présenter dans un poste de quartier pour rapporter qu'on était témoin dans un événement d'agression qui est survenu. Okay. Alors, avec le recoupement des informations qui nous seront données, soit la date. Dans ce cas-ci, on sait que c'est arrivé le samedi 21 mars vers 18h05, donc à l'angle près du 32-22 Rosemont, c'est l'adresse de laquelle ça s'est produit. Oui. Donc, à partir de ces renseignements-là, les policiers vont faire des recoupements et les détails du témoignage supplémentaire vont se rendre à l'enquêteur qui pourra à ce moment-là réactiver l'enquête. OK. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone général aussi où un citoyen peut appeler? Évidemment, il y a toujours la ligne Infocrime au 514-393-1133 où on prend vos renseignements. Vous n'avez pas à vous identifier. Tout ça peut être fait de façon confidentielle. C'est bon. Hey, merci beaucoup, M. Gingras, d'avoir pris du temps. Bonne journée, au revoir. Au revoir, à la prochaine. C'est Laurent Gingras qui est le porte-parole du SPVM. Vous l'avez entendu, la démarche est simple, vous êtes protégé et l'enquête peut se faire. Alors, si vous avez été témoin de cette agression-là dont on vient de parler, levez le téléphone ou présentez-vous. Je pense que ça vaut la peine.